Voilà, rebonjour à tous et bonjour chers participants. Bonjour aussi d'avoir participé à cet atelier si important qui est le bulletin de salaire. Je rappelle que également la semaine passée, on n'a pas pu tenir l'activité de ce jour, le mercredi passé, parce qu'on était en déplacement dans la zone nord concernant la caravane de l'emploi que le programme Forten a initié pour les apprenants. L'objectif de cette caravane était de trouver les apprenants chez eux et de tenir beaucoup d'activités concernant l'emploi du pays. C'est ces ateliers que nous faisons en ligne qu'on essaie de faire au niveau des régions pour permettre vraiment de rencontrer et d'être en proximité avec les apprenants, pour laquelle le mercredi passé, on n'a pas pu tenir notre activité d'atelier pratique, mais également le samedi passé, on n'a pas pu tenir aussi le passeport de l'emploi. Et pour vous dire que aussi dans les prochaines semaines, nous serons dans les autres régions parce qu'on a fait l'hier, Louga, Saint-Louis et Lyon. Et dans les prochaines semaines ou mois, nous serons aussi dans la zone sud vraiment pour trouver nos apprenants là où ils sont et vraiment échanger avec eux afin de vraiment pouvoir trouver au niveau local des opportunités d'emploi, mais également de les renforcer sur les différentes techniques liées à la recherche d'emploi. Aujourd'hui, nous allons parler plus du bulletin de salaire. Comme vous le savez, la fois passée, il y a de cela 15 jours, nous avons eu à faire, moi et Babacar, le contrat de travail. Et à la suite du contrat de travail, si toutefois que vous signez un contrat, ce qui suit, c'est vraiment de percevoir des salaires. Et avec le salaire, vous comprendrez avec nous qu'il y a nécessairement le bulletin de salaire qui vous permet vraiment d'avoir les différentes études liées au contrat, mais également les différentes rubriques liées au bulletin de salaire, telles que les heures supplémentaires, etc., etc. Babacar va y revenir. Je vous dis que c'est juste une suite logique. Je sais qu'il y a beaucoup d'apprenants, surtout avec le nouveau parcours, qui n'ont pas fait encore ces activités. Et néanmoins, même si vous terminez la formation certifiante, restez avec nous. On va vous accompagner tout au long de votre processus de recherche d'emploi parce qu'il y a différents ateliers qu'on est en train de tenir. Et vraiment, si vous connectez hebdomadairement, ça va vous permettre vraiment de se renforcer et également de vous permettre également de connaître les facettes à la recherche de l'emploi. Sans pour autant tarder, je vais donner la parole à Babacar pour qu'il puisse démarrer la session et vous donner également la méthodologie de cet atelier de ce jour. Merci beaucoup à tout le monde et bonne session à tous. Merci beaucoup, Monsieur Sen. Merci beaucoup pour cette belle introduction qui, en tout cas, a rappelé la- que c'est une suite logique parce que la fois passée, on a fait le contrat de travail, on a pris prétexte le contrat à durée déterminée pour pouvoir parler de tous les contrats de travail en droit sénégalais. On n'a pas pu peut-être effectivement revoir en tout cas tous les contrats, hein. On a un temps qui nous est imparti, mais on n'a pas eu l'occasion de tout en tout cas traiter. Mais l'essentiel des questions ont été traitées et peut-être on aura l'occasion de faire une deuxième session sur le contrat et peut-être même aujourd'hui si on n'arrive pas à terminer le bulletin de paye, parce qu'il y a toujours des questions qui restent. C'est la raison pour laquelle je dis souvent, il y a un forum qui est ouvert sur la plateforme employabilité de Force1 qui nous permet, lorsqu'on n'arrive pas à épuiser les questions dans les sessions webinaires, donc qu'on puisse continuer la discussion et essayer de voir, en tout cas, de pouvoir traiter les questions. Est-ce que vous m'entendez très bien? Parce que je vois sur le chat, certains me disent qu'ils ne m'entendent pas. Peut-être que c'est à leur niveau. Est-ce que c'est bon pour les autres? Attendez, Babacar. Il y a quelqu'un qui dit un peu oui. Oui, c'est bon. Je pense que Donc, c'est c'est bon. Je bon, pense hein? que c'est ce qui Moi m'entendent pas, aussi à mon niveau. c'est à leur niveau, hein. Il faut juste peut-être se déconnecter et reconnecter pour voir. Voilà, voilà. Alors, je disais, le forum permet un peu de continuer les discussions, hein, parce que la session de 2 heures de temps, généralement, on n'arrive pas à épuiser toutes les questions. Maintenant, si on arrive à alimenter ce forum-là, que ce soit réactif, nous, on donne l'engagement d'être disponible, hein, pour qu'on puisse à temps réel traiter toutes les questions. Mais encore faut-il
que vous-même, vous puissiez vous connecter sur ce forum et qu'on puisse bien la lire. Alors, comme vous le savez, hein, nous sommes dans le cadre de l'employabilité. Donc, dans l'employabilité, on fait tout le processus, en tout cas, qui mène à l'emploi salarié. Donc, on prépare l'apprenant avec des renforcements de capacité dans le domaine de l'employabilité, donc les outils de recherche d'emploi, les techniques de recherche d'emploi, allant du CV jusqu'à l'entretien d'embauche. Et une fois en entreprise, il doit bien pouvoir négocier son contrat, mais réussir son intégration. Réussir son intégration, c'est pouvoir avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir, en tout cas, bien connaître ses droits et aussi ses obligations. Alors, dans ce cadre, nous allons aujourd'hui traiter le budget de paye. Hein, je vais partager mon écran si M. Sen vous le permettez, effectivement. Alors, je vais partager mon écran. J'espère que vous le voyez bien. Oui, c'est bon, Babacar, c'est bon à mon niveau. Alors, Je pense que voilà, on va traiter cette session, hein, en 5 parties. D'abord, vous le voyez, il y a l'identification il y a l'identification du salarié. Ensuite, va venir les éléments de salaire imposables, qu'on appelle salaire brut. Ensuite, il y a les cotisations fiscales, sociales et fiscales, les éléments de salaire non imposables et le salaire net. Donc, ce qui nous donne l'occasion de faire la distinction entre salaire brut et salaire net en passant par les cotisations et les différentes rubriques qui composent le salaire. Alors, le bulletin de salaire est là. D'accord? Dans un bulletin de salaire, peut-être qu'il y aura d'autres formats, mais toutes ces informations-là doivent y figurer. Il y a la période de paye, hein, la période de paiement qu'on peut changer ici. Hein, j'ai un tableau qui me permet de le faire ici. Un instant. C'est à partir de, voilà, la période de paye. Un instant. Je dois déplacer ça. Voilà, période de paye est là. D'accord? Pour aller de bas. Je dois dire du 1er juin. D'accord? Du 1er juin 2024 au 30. Alors, parce que c'est un des bulletins de paye que j'ai fait à partir de Excel. D'accord? Donc, c'est composé de tableaux qui va normalement se figurer ici. Voilà. C'est la période du 1er au 30 juin. D'accord? Qu'on paye. Aujourd'hui, c'est le 10. On a dépassé même le délai de paye. Parce que, comme vous le savez, hein, généralement, tout le monde dit la période de paye, c'est le 5, le 5, le 5. Non, c'est pas ce que dit la législation. La législation dit 8 jours après le dernier mois, en tout cas après le mois de référence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si votre mois de travail est du 1er au 30, l'employeur a l'obligation de vous payer le 8 du mois suivant. Si on prend l'exemple du mois de juin, la période, le mois c'est du 1er au 30 juin, l'employeur a l'obligation de vous payer à partir du 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant le 8, le salarié ne peut pas traîner l'employeur en justice, ne peut pas réclamer son salaire, hein, parce qu'il n'y a pas encore, le paiement n'est pas encore exigible. L'exigibilité du paiement intervient à partir du 8 du mois oui, suivant. Babacar, excusez-moi de Oui, vous interrompre. Il y a oui. quelqu'un ou quelques-unes qui disent que il vous entend un peu mal. Si vous pouvez Ah, revoir à votre niveau le micro ou le son. d'accord. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Parce que je confirme, il y a des échos. Ah, donc laissez-moi voir un peu parce que je suis un peu Moi, loin. je n'entends pas de bruit, mais le son est un peu faible. Le son est un peu faible. Oui, c'est un peu D'accord, faible. laisse-moi voir. D'accord, laisse-moi voir quelques petits réglages. Laisse-moi voir quelques petits réglages. Je vais faire quelques petits réglages. Est-ce qu'il y a du mieux? Oui, Babacar, c'est bon? C'est bon, hein? Oui, c'est bon, continuez. Alors, si c'est bon, je vais continuer, hein? Alors,
C'est bon, c'est bon. Je disais, pour la période, le mois de paie, c'est du 1er juin au 30 juin. L'exigibilité du salaire intervient le 8 juillet, donc le 8 du mois suivant. Merci de tout dépend des mois qui démarrent du 20 au 19 du mois suivant. D'accord? Ça, c'est pour permettre le 20 de pouvoir traiter le salaire de sorte que le 30, tout soit OK, qu'il puisse être payé dans les délais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il peut y arriver que le mois de juin commence termine le 19 juin. Le mois de juillet commence le 20 juillet, se termine le 19 août. D'accord? Maintenant, l'exigibilité du salaire intervient 8 jours après. Ça veut dire si le mois termine le 19, hein, l'exigibilité intervient le 27. Donc, 8 jours après, tu peux exiger le salaire devant ton employeur. Mais avant ces 8 jours, après la fin du mois de référence, il n'y a pas exigibilité. Tu peux effectivement réclamer votre salaire, mais tu ne peux pas l'exiger de l'employeur parce qu'il y a un délai de paiement, de traitement qui, pour le législateur social sénégalais, est de 8 jours. Cela étant réglé, donc on est à la partie identification du salarié. Donc cette partie permet d'identifier le salarié. Donc prénom et nom, elle s'appelle Aïdaba. Hein, emploi occupé, elle est chargée de communication dans le département communication. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas toutes les parties qui sont, toutes les parties tous les éléments qui sont obligatoires. L'essentiel, c'est de bien pouvoir identifier le salarié pour donner la période de paye, le nom et prénom, l'emploi occupé, effectivement, la catégorie, on va y revenir, la catégorie est importante, hein, et ici, la part sociale, on va y revenir. Donc, je disais, Aïda pas chargé de communication, groupe va mettre, excusez-moi, le groupe. Type de contrat, elle a quel contrat? Elle a un CDD. Donc, si c'était un stage, vous mettez stage, CDI, un contrat d'engagement à l'essai, etc. Alors, la catégorie, c'est obligatoire. La catégorisation, en réalité, ça correspond à chaque emploi. Il y a une convention qui liste les catégories. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le législateur dit dans chaque emploi, il y a un minimum qu'il faut payer qu'on appelle le salaire de base. Maintenant, tous les autres éléments du salaire sont négociables entre employeur et employé. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous êtes aujourd'hui employé comme assistant comptable, dans la convention du commerce, exemple, assistant comptable est catégorisé 1, 8, 1, 2, 3 ou 8, 8e A, 8e. Ça doit correspondre à 80 000. Septième, ça correspond à 70 000, etc. Chaque catégorie correspond à un salaire de base. Et ce salaire de base est le minimum obligatoire pour l'emploi occupé. D'accord? Maintenant, ce qui fait que le salaire devient assez conséquent, c'est les autres éléments du salaire, à savoir le sur-salaire, les primes qui sont en tout cas qui accompagnent le salaire et peut-être même les avantages en nature. D'accord? Mais retenons qu'il y a une catégorisation de chaque emploi de base qui est le minimum exigible pour un emploi occupé. Alors, l'établissement du salaire, donc on a mis le 10 juillet, donc le salaire est fait. Donc, si j'imprime le bulletin aujourd'hui, ça va apparaître le 10 juillet, ça veut dire que vous avez perçu votre bulletin le 10. Maintenant, le virement peut-être peut intervenir parce que déjà, il y a la bancarisation. Le virement peut intervenir le 5, le 6, le 7 et que vous percevez, vous prenez votre bulletin le 10. Ça peut arriver. Mais l'essentiel étant pour un bon responsable de paye, il va imprimer le bulletin le jour où il fera le virement. D'accord? Mais il y a obligation de l'employeur de donner un bulletin de paye à son salarié. Ça, c'est une obligation. Alors, ici, on a le dette de début. Le dette de début, ça permet de l'employeur. Parce qu'après deux, chaque employeur a droit à une prime. D'accord? Cette prime d'ancienneté va augmenter par année. Ça
on a 2% du salaire de base, en tout cas 2% pour prime d'ancienneté. Maintenant, dans certaines conventions, il peut arriver que ce soit 3%, 4%. Je vais y revenir parce que ce qui fait le charme du droit du travail, c'est cette spécificité à bouleverser les normes, parce qu'une norme inférieure en droit du travail peut déroger à une norme. Et cette norme inférieure offre plus d'avantages aux salariés. Je vais y revenir plus tard pour être plus explicite avec des exemples plus clairs. Alors, je disais que date de début, le 1er août 2023, ça nous permet de voir est-ce qu'il a rempli les conditions pour bénéficier de la prime d'ancienneté. Étant donné qu'il faut 2 ans de service minimum pour pouvoir bénéficier de la prime d'ancienneté, lui, il va être éligible à partir du 30 juillet. Parce que du 1er août 2023 au 30 juillet 2024, il aura fait 1 an. En fait, à partir du 30 juillet 2025, parce qu'il faut 2 ans pour en bénéficier. D'accord? Alors, ça, c'est le numéro d'immatriculation du salarié au niveau de l'entreprise. Chaque entreprise peut avoir sa manière d'immatriculer son entreprise. Il pouvait prendre le A de bas, mettre A, B, F2 pour l'immatriculer. En tout cas, c'est une manière en tout cas d'identifier plus aisément le salarié. Domicilié à Dakar, c'est important le domicile. La convention, il faut mettre dans quelle convention le salarié fait partie et dans laquelle elle a été catégorisée. Il s'agit du convention du cœur. Il y a la convention du secteur de la presse. Hein, il y a la convention il y a plusieurs conventions du secteur de l'industrie. Hein, il y a la convention des BTP, bâtiments et travaux publics. Donc, chaque secteur a une convention et ces conventions respecter le minimum fixé par le Code du travail et pour en tout cas offrir des avantages, des avantages en tout cas plus conséquents aux salariés. La situation matrimoniale, c'est important parce que matrimonial va dépendre du social et fiscal, parce que l'impôt sur le revenu, ça dépend le montant de la cotisation fiscale donc du salarié. Et les mariés, donc quand on est célibataire, on passe à 1. Quand on est marié, on ajoute 0,5, ça fait 1,5. Hein? Quand on a un enfant, on ajoute 0,5 encore. Donc, pour un marié, le mariage, c'est 0,5 de plus. Chaque enfant compte 0,5 de plus. Ben, c'est plafonné à 5. Maintenant, plus tu as le nombre, moins tu cotises. On part de 1, plus que ça évolue, moins tu cotises. Tu as une part en tant que célibataire, tu cotises plus. Tu es marié, donc tu reviens à 1,5, tu cotises moins. Tu as un enfant, tu as 2 parts, tu cotises moins encore. Si tu as un autre enfant, on a 0,5, ça fait 2,5, tu cotises moins encore, etc., etc. Ça évolue. Maintenant, il peut y arriver 0,5 qui augmente votre part alors que vous n'avez pas d'enfant. C'est parce que vous avez un enfant que tu prends en charge. Il faut juste prouver par des documents que tu as un enfant en charge et on ajoute 0,5 sur vos parts. Maintenant, si tu as 2 femmes, on ajoute 0,5 pour chaque femme, pour les polygames. Donc, ça se passe comme ça et c'est plafonné à 5 parts. Chaque part, en tout cas, peut permettre à l'impôt fiscal de savoir combien va coûter l'impôt sur le revenu. Alors, marié, normalement, au niveau du crime, on devait avoir 2. Parce que tu cotises pour toi et pour ta femme, pourvu que si votre femme ne travaille pas, pour elle-même. Maintenant, c'est la raison pour laquelle, avec la direction de l'emploi, Déthié peut-être va y revenir plus tard. Donc, si on est marié avec, on a 0,5, ça fait 1,5, mais on peut avoir 2 parts et que sa femme ne travaille pas. La direction de l'emploi, la femme cherche un certificat de chômage, donc pour montrer qu'il ne travaille pas, qu'il dépose au niveau de la direction des ressources humaines, et immédiatement on ajoute 0,5 pour le marier avec une femme, on ajoute 0,5 de plus, ça fait 2 parts. D'accord? Maintenant, quand on ajoute 2 parts là-bas, ici on va mettre 2 parce qu'on va cotiser pour sa femme, on suppose qu'elle ne cotise pas. C'est ça Maintenant, c'est ce qui concerne l'identification du salarié. Pour vos questions,
pour qu'on puisse après identifier la partie, en tout cas, de la question et le traiter plus aisément. Alors, on en vient aux différents éléments de salaire imposables, les rubriques, qui consistent le salaire imposable et qui va donner à la fin, le total va donner ce que l'on appelle le salaire brut. D'accord? C'est tout ça là, donc c'est toute cette partie-là, donc qui va composer le salaire brut. Le total est là et c'est le total imposable qu'on appelle salaire brut. D'accord? Je disais tantôt que ce salaire de base, il est classé 9. Salaire de base qui correspond à 132 498. S'il travaille 173,33, s'il travaille tout le mois, il va s'en dire que s'il y a des absences déductibles, donc il ne va pas avoir, n'a pas travaillé les 30 jours, les 173,33. On est d'accord? D'accord? Mais s'il travaille 498, qui correspond en tout cas au salaire de base de son salaire. Permettez-moi de lire un peu le chat pour voir est-ce qu'il y a des questions qui m'interpellent notamment sur le son. Voilà, il y a des coupures de son, me dit-il. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Je veux m'assurer que voilà. Oui, Babacar, c'est bon, je pense bien. C'est bon, C'est hein, juste qu'il y a Georges qui demande maintenant, oui. est-ce que c'est le même traitement avec les étrangers qui vivent au Sénégal? Peut-être Alors, que vous pouvez continuer et après on va répertorier les questions et vous allez y répondre. voilà, après avoir revenu sur les questions. Ou bien vous voulez répondre en même temps? Non, on va continuer tout le traitement. D'accord, d'accord. Bon, je peux continuer. Oui, allez-y, allez-y. C'est bon, vous m'entendez bien? Alors, Déthié, merci de vérifier le chat, hein. S'il y a des soucis, vous me Oui, pour les apprenants, ils disent que le son est toujours faible. Je ne sais pas si bon, c'est vos écouteurs ou bien. bon, je vais essayer de vérifier. Ouais. Est-ce que là, c'est mieux? C'est un peu mieux, oui. Je vais encore essayer de voir. Est-ce que c'est encore mieux? Alors, je vais essayer. Après, vous poursuivez, hein. Vous n'hésitez pas à m'interpeller. Alors, je D'accord. continue le salaire de base. Je disais tantôt que c'est le salaire catégoriel. Donc, seulement le salaire de base qui est obligatoire dans un contrat de travail. Le législateur dit, pour un tel poste, c'est classé catégorie temps, il faut au minimum, le minimum, payer ça aux salariés. Maintenant, il appartient, comme c'est un contrat, le contrat, c'est la loi des partis, il appartient aux partis employeurs et employés de négocier le salaire à travers d'autres éléments de salaire qui vont gonfler, qui vont en tout cas rendre le salaire plus conséquent. Maintenant, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, nous tous qui cherchons un emploi, on sait que c'est l'employeur qui fait son contrat et qui propose. Généralement, si on n'a pas une certaine expérience et une certaine qualification, on ne fait que signer parce que l'objectif, c'est d'acquérir une expérience et de trouver un emploi. Mais peut-être demain, la donne va changer parce qu'on sera en tout cas très sollicité sur le marché de l'emploi. D'accord? Mais l'idéal qui est dicté par le législateur, c'est que le contrat de travail, c'est la loi des parties. Tu peux même lire aujourd'hui en cherchant du travail, lire le contrat, dire que je ne suis pas d'accord sur cette clause-là, est-ce qu'on pourrait négocier telle ou telle clause. Mais la négociation effective du salaire se fait au moment de l'entretien d'embauche. L'employeur te dit, moi, quelle est votre prétention salariale? Vous dites, je veux entre 200 et 400 000. Hein? Il vous propose 300 000 ou 250 000. Vous acceptez. Maintenant, sachant que sur ces 250 000-là, 132 498 va représenter le salaire de base et à lui de véhiculer, de ventiler le restant de ce montant-là sur les différents éléments de salaire. C'est comme ça que ça se passe. J'ai été chargé de paye. Hein, c'est comme ça que nous traitons, en tout cas, le salaire. Alors, il y a le salaire de base que je disais qui est obligatoire, 132 498. Ici, son sursalaire qui est de 450 000, d'accord? Si vous voyez que le sursalaire est beaucoup plus conséquent que le salaire de base. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir dans un
dans un poste, surtout dans le domaine commercial, un responsable commercial avoir un salaire plus petit que le commerçant de terrain. Parce que dans le salaire de base du responsable commercial, comme ici, il est à 132 498, alors que l'agent commercial a 80 000 ou 70 000 comme salaire de base. Mais sur les autres éléments, la prime de performance de l'agent commercial peut être 700 000. S'il arrive à vendre tant, il a 700 000 parce que la prime est calculée au prorata des nombres de ventes, etc. Ce qui fait qu'il peut se retrouver à la fin du mois avec un salaire plus gros que le salaire de son responsable. Ça n'a pas arrivé. Mais dans le salaire de base, le responsable étant son supérieur hiérarchique, il a un salaire de base plus conséquent que l'agent commercial, ce qui est très normal. Maintenant, sur le sur-salaire même, le responsable a plus de salaire. Mais ce qui fait la différence, c'est les primes de performance, c'est les primes d'assiduité, c'est en tout cas, c'est les autres éléments de salaire qui permettent de gonfler le salaire. Même ici, les heures supplémentaires, on va y revenir, permettront aux salariés d'avoir en tout cas plus de gains que son supérieur. Alors, je disais, après le salaire de base, il y a le sursalaire qui permet d'augmenter le salaire. Et le sursalaire, ça se négocie avec l'employeur. Et la négociation pratique qu'on a au Sénégal, qu'on a constaté tous, c'est que tu proposes une somme comme salaire brut ou net et l'employeur se charge de ventiler dans les différents éléments de salaire. Si l'employeur avait comme sursalaire, comme salaire brut 1 million, si Aïdaba avait proposé 1 million, c'est à lui de ventiler 1 million sur ces différents éléments-là. Hein, sans les heures supplémentaires n'en fait pas partie, sauf si Aïda a un forfait heure sup. Parce qu'Aïda étant une cadre, généralement, les cadres ont un forfait heure supplémentaire. Ici, forfait heure supplémentaire. Mais on va y revenir tout à l'heure. Donc, je disais que s'il y avait 1 million, c'est à l'employeur de ventiler ces différents éléments-là dans ces rubriques-là. Dans ce cas-là, l'obligation étant de respecter le minimum catégoriel de November qui est 132 000. Les autres, le complément de la somme sera ventilé entre celle sur salaire, hein, prime de risque, prime de performance, prime de responsabilité, prime d'ancienneté, même n'en fait pas partie. D'accord? Alors, ici, on va Aïda sur salaire 405 000, prime de risque Aïda n'en a pas. Dans certains emplois, en fonction des risques pris, la prime de risque devient obligatoire. D'accord? Alors, congé payé, s'il a fait au moins 12 mois de service effectif, parce que le congé devient, devient obligatoire après 12 mois de service effectif, ce qu'on appelle la période de référence. Pour pouvoir bénéficier des allocations de congé, il faut faire 12 mois de service effectif. Si vous faites 12 mois, vous êtes éligible au congé. On peut vous payer vos congés et vous partez en congé, mais le congé peut être cumulé sur 3 ans maximum. Ça veut dire quoi? En fonction de la production, en fonction des heures de pointe de production, etc., des moments de pointe, l'employeur peut juger que actuellement, tu ne peux pas partir en congé. Vous négociez, vous décalez le congé à l'année prochaine ou à l'année suivante. L'essentiel étant de ne pas dépasser les 3 ans parce qu'après les 3 ans, vous perdez tout. Maintenant, si c'est du fait de l'employeur, ce que tu peux faire, c'est le poursuivre pour vous indemniser parce que c'est à cause de sa faute. Mais exiger de partir en congé au maximum après 3 ans de service. Parce que le congé, dans son esprit, c'est vous permettre à l'employé de se reposer et de revenir avec beaucoup plus de forme et d'être plus productif. On va y revenir après sur les questions-réponses. La prime de responsabilité, il n'y en a pas. Hein. Il y a la possibilité de faire sur salaire 400 000 primes de responsabilité 150 000. L'essentiel est que de respecter la négociation. Maintenant, même ici, si l'employé maîtrise bien cette partie, il peut négocier comment on ventile les questions. Parce que si elle a plus de sommes sur le salaire et le salaire de base, ça va se répercuter demain sur les heures supplémentaires, etc. etc. D'accord? Maintenant, prime de responsabilité, effectivement, elle en a, c'est 105 000 comme prime, parce que c'est un montant pris tel quel. Hein? Prime de responsabilité. Il y a ensuite les heures additionnelles et les heures supplémentaires. Ouais, un peu. Parce que
elle n'a pas fait de supplémentaire parce que c'est la raison pour laquelle elle n'en a pas. D'accord? Voici les bases des heures supplémentaires. C'est calculé sur la base de cette somme-là. Donc, ce qui fait que si Aïda avait, on va vous retourner sur la page de partie, retenez bien ces deux heures supplémentaires 15%, 40%, 60% et 100%. 15%, c'est lorsqu'on a fait 8 heures de supplémentaires dans la semaine. Il faut rappeler que les heures supplémentaires, c'est dans le cadre de la semaine. Ça veut dire quoi? Tu peux travailler un mois plein, avoir des absences, hein, et bénéficier des heures supplémentaires. Je vous ai dit que si on travaille à raison de 8 heures par jour, le mois, ça fera 173 heures 33. Tu peux travailler 168 heures ou 165 heures et avoir des heures supplémentaires. Parce que les heures supplémentaires, c'est dans le cadre de la semaine. Et l'obligation de l'employé chaque semaine, à raison de 8 heures par jour dans l'horaire de l'administration, c'est du lundi, en tout cas, c'est 40 heures par semaine. D'accord? C'est 40 heures par semaine. Lorsqu'il fait 45 heures ou 42 heures, cette semaine-là, concerne, il a 2 heures supplémentaires et qui sera considéré et qui sera calculé pour les 8 premières heures, qui sera calculé à un taux de 15% de majoration. Maintenant, ce qui fait après les 8 premières heures sera à 40%. Les heures supplémentaires effectuées dans la journée des heures des fêtes, c'est à 60%. Hein, c'est entre 22 heures et 5 heures du matin. Donc, les heures supplémentaires du nuit, c'est pour les heures ouvrables, c'est à 60% aussi. Maintenant, c'est pour les jours fériés, les heures supplémentaires effectuées les dimanches et la nuit des jours fériés, effectivement, c'est majoré à 100%. Tout ça, on va peut-être y revenir en plus en détail et de manière plus explicite avec, au moment des échanges. Maintenant, je disais les heures supplémentaires à 15%. Dans mon tableau qui m'a servi de base pour faire le bulletin de salaire, Aïdaba est là. Et imaginons que Aïdaba, dans le mois, a fait 8 heures à 15% de supplémentaire et 4 heures à 4%, peut-être 1 heure ou 2 heures à 40%. Je mets 2 heures, nombre de faits, et peut-être même 1 heure à, à 1%. Ah, je me suis trompé. 8 heures à 15%. Donc, voilà. 4 heures à 4 heures à 40%. Voilà. 4 heures à 40%. Et disons 2 heures à 60%. Voyez un peu, c'est automatisé, le son vient immédiatement. Et 1 heure à 100%. D'accord? Imaginons qu'Aïta a eu à faire des heures supplémentaires dans le cadre du mois de juin. D'accord? Vous voyez un peu, les 8 heures qu'elle a effectuées à 15% vont lui donner 37 000 de majoration parce que les heures supplémentaires sont majorées. On prend les sommes effectives de salaire de base, de salaire sur salaire, etc. On va le multiplier par 15% et on va le multiplier par 8 pour donner en tout cas les heures supplémentaires. C'est l'exemple ici. Hein, on arrondit, on multiplie par 0, donc par 40% et on multiplie par aussi le taux de majoration, le nombre d'heures, le taux de majoration 40% et ici 4 heures de temps de supplémentaire. C'est ça, c'est comment on calcule en tout cas les heures supplémentaires. Pour les 40%, elle a bénéficié de 22 000, 13% c'est 60 000, etc. 8% de 8161 pour l'heure majorée à 100%. Maintenant, s'il y a des incompréhensions, on peut toujours y revenir dans la partie, en tout cas dans la partie discussion. D'accord, je vais retourner pour mettre à 0 parce qu'elle n'en a pas fait dans le bulletin modèle présenté. Je vais remettre ça à 0. Donc, immédiatement, ça va se répercuter sur le bulletin de paye. Bon, ça, c'est dans le cadre de la gestion externe que je fais pour la paye, pour les entreprises intéressées. Alors, je vais enlever le 100%. Et vous verrez que chaque mois, vous aurez l'occasion de mettre, s'il en a fait, donc je lui bonifie de le prépositionner ça. Donc, voyez un peu. Ça, c'est la somme des taux. Parce que
173 heures à raison qui donne 132 000, ça veut dire que chaque heure, c'est ça. D'accord? Maintenant, on rapporte tout ça, on fait ça le total et on le multiplie parce que ça, c'est le total horaire, hein, en fonction de tous les éléments de salaire. On le multiplie par 4%, par le taux de majoration et le nombre d'heures de majoration pour que ça puisse donner le montant, le gain qu'elle a. Maintenant, c'est tout le total là qui va donner le total brut. D'accord? Le total brut de Aïta, c'est le total des gains qui va donner le total brut 857 498 qui est ici. Mais ça, c'est la deuxième partie qu'on appelle élément de salaire imposable. D'accord? Les éléments de salaire imposable, c'est le total qu'on appelle le salaire brut. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez en entretien d'embauche, lorsqu'on vous demande votre prétention salariale, vous pouvez préciser si c'est en brut ou en net. Parce que si vous dites 400 000, l'employeur considère que c'est 400 000 brut. Ça veut dire quoi? Vous vous attendez à la fin du mois à percevoir 400 000, alors que vous n'allez pas percevoir 400 000. Parce que les 400 000 sur lesquels vous vous êtes accordé avec l'employeur va considérer que c'est un 400 000 brut. À moins que vous précisez à l'employeur que c'est un 400 000 net, le 400 000 net signifie qu'à la fin du mois, vous allez empocher dans vos comptes ou dans un chèque, je ne sais pas, vous allez empocher 400 000 net. Mais si vous ne précisez pas, ou bien si vous dites 400 000 brut, les 400 000 sont positionnés là, en total brut. Et à partir de là, on vient à la troisième partie qui est les cotisations sociales et fiscales. Et ces cotisations fiscales sont faites à partir du total brut. On va défalquer les cotisations de l'employé plutôt. L'employeur, lui, va cotiser sur sa propre caisse. Ne vous en faites pas pour l'employeur, c'est à lui de sortir son propre argent pour cotiser. Mais tout ce que cotise l'employé, c'est à partir de son total brut qu'on va défalquer ces sommes-là. Il y a des plafonds, effectivement, qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant, les différentes cotisations concernant l'employé, on va voir d'abord les différentes cotisations concernant l'employeur. Je rappelle que l'employeur cotise sur son propre argent, donc ça, il ne va pas toucher votre propre argent, votre total brut. Maintenant, l'employeur va cotiser pour toi l'IPRES régime général. Si vous êtes cadre, il va cotiser l'IPRES régime cadre. L'IPRES régime général, ça concerne tous les salariés, mais le régime cadre concerne que les cadres. C'est les cotisations supplémentaires. Maintenant, pour le régime général, le salarié cotise 5,6%, l'employeur cotise plus, il cotise 8,4%, d'accord, du plafond. On va revenir tout à l'heure sur le plafond. Pour le régime cadre, il y a aussi un plafond. L'employé cotise 2,4%, l'employeur cotise 3,6%. On note effectivement que l'employeur cotise plus que le salarié. Maintenant, pour la caisse de sécurité sociale, il y a deux volets. Il y a l'allocation familiale, il y a l'accident de travail. Mais toutes ces cotisations-là sont gérées par l'employeur. Avec, en fonction, en tout cas, du risque de l'accident, les taux vont évoluer. Il y en a qui sont à 3%, il y en a qui sont à 1% et d'autres qui sont à 5%. Mais il y a des plafonds de cotisation qui fait que l'employeur cotise 4 410, le plafond 3 150 pour l'accident de travail. Mais c'est des cotisations exclusives à l'employeur. De même que le CFCE, qui est la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, c'est seulement l'employeur qui prend en charge. Donc voilà, je vais le mettre en couleur pour qu'on puisse distinguer les cotisations de l'employeur. Hein? Donc c'est seulement l'employeur qui cotise aussi au CFCE. Maintenant, les cotisations de l'employé, c'est l'IPRES régime général 5,6%, régime 4 2,4% si les cadres. C'est le TRIMF. Je vais aussi le mettre en couleur. Je vais prendre une autre couleur. Voilà. Tout ça là, c'est la cotisation de l'employé. Euh, tout ça là, c'est les cotisations de l'employé. Alors, pour le régime général, c'est 5,6%. Maintenant, c'est 5,6% du salaire brut. Sauf qu'il y a un plafond. Il y a un plafond de cotisation. D'accord? On va retourner pour voir le plafond. Il me semble que c'est 432 000. Le plafond actuellement, c'est 402 000 pour le régime général. C'est ça. Et 1 million
296 000 pour le régime 4. C'est ça, le plafond. Ça veut dire quoi? Si vous avez un salaire brut qui dépasse le plafond 432 000, on va prendre la base de cotisation sur 432 000. Donc, ce sera 5,6% de 432 000. On ne va pas prendre toute cette somme-là. Maintenant, si vous avez moins de 432 000, on va prendre la cotisation sur le total brut. D'accord? On va en tout cas, de manière résumée, prendre pour la cotisation IPRES régime général un montant inférieur ou égal à 432. D'accord? Si ce montant brut dépasse ça, on prend seulement le montant de 432 000, le plafond. Maintenant, pour le régime cadre, le plafond, c'est 1 296 000. Étant donné qu'il n'a pas atteint le plafond, donc 2,4% sera défalqué de 857 498. D'accord? Ça va. J'ai perdu la connexion au moment. Je vais revenir. C'est le souci. Je dis, j'ai le souci de connexion. Je reviens un peu en arrière. J'ai perdu un moment la connexion. Monsieur Sen, vous êtes là? Oui, Babacar, c'est bon. Vous êtes revenu. On a, voilà, on a perdu la connexion au moment. Je reviens en C'est bon, arrière. c'est Je bon. disais que le régime général pour le salarié, on prend le plafond. Vous m'entendez bien, j'espère, Bétier. Oui, Babacar, on vous entend très bien. Alors, pour le presse de régime général, le plafond, c'est 432 000. Maintenant, étant donné que le total brut dépasse les 432 000 là, on va prendre 5,6% sur le plafond de 432 000, ce qui veut donner 24 182. Maintenant, pour le régime cadre, le plafond, c'est 1 296 000. Étant donné que le total brut n'a pas atteint le plafond, on prend 2,4% directement sur le total brut, 857 488, ce qui donne 20 580. D'accord? Maintenant, pour le trim, étant donné que la mariée, étant donné que c'est une dame qui s'est mariée, on suppose que son mari travaille, raison pour laquelle il a cotisé pour elle-même. Maintenant, si elle arrive à prouver que son mari est en chômage, en allant à la direction de l'emploi chercher un certificat, le mari aille à la direction chercher un certificat de chômage, on va doubler le triomphe ici parce qu'elle va cotiser pour son mari, mais aussi on va diminuer la cotisation de l'impôt sur le revenu parce qu'elle ne serait plus à 1,5 mais à 2 parts. En tant que célibataire, elle a une part, elle s'est mariée, elle a 1,5, elle prouve que son mari ne travaille pas, ce qui fait qu'elle a plus de charges. On les ajoute 0,5, ça veut dire quoi? Ce qui diminue un peu le montant de la cotisation. D'accord? Au lieu de 212 000, elle va cotiser. Si vous voulez, après, on va simuler pour voir qu'est-ce qu'elle aurait cotisé. Maintenant, il y a d'autres cotisations sociales. C'est le retenu pour l'IPM qui est obligatoire. Institution prévoyance maladie, ce qui permet, lorsque lorsque vous êtes malade, si vous avez des ordonnances, de pouvoir prendre en charge une partie de cette ordonnance-là, l'autre partie étant prise par l'institution de prévoyance maladie avec votre cotisation et la cotisation de l'employeur. Parce que l'employeur aussi cotise pour l'IPM. Maintenant, il peut arriver que l'employeur cotise plus ou en tout cas plus que le salarié. Ça peut arriver, mais généralement, c'est le même montant. D'accord? Maintenant, ça permet, on le cotise chaque mois. Maintenant, si vous êtes malade, si vous avez des ordonnances, vous payez selon l'accord que vous avez avec l'IPAP, 50%, 60%, il y en a même qui sont à 100%. D'accord? Ça, c'est les cotisations faites. Maintenant, autre retenue, ça, lorsque vous avez des dettes à l'entreprise, lorsque vous avez avancé de Tabaski, etc., on peut vous dire de faire ça en moratoire, ça commence à etc., etc., et on va décalquer ça.
D'accord? Ou bien en tout cas d'autres retenues qui sont là. Maintenant, la cotisation syndicale, si vous êtes affilié à un syndicat, les syndicats peuvent vous donner des cotisations mensuelles de 1000 francs, 2000, tout dépend. D'accord? Étant donné qu'elle elle n'est pas dans un syndicat, elle ne cotise pas. Maintenant, ça, c'est les cotisations sociales et fiscales. Le total cotisation pour l'employé, c'est 268 117. Et pour l'employeur, 110 443. Vous voyez que l'employeur cotise, mais bon, c'est l'impôt sur le revenu qui fait la différence. Maintenant, l'employeur va cotiser plus parce que lui, il aura à cotiser l'impôt sur les sociétés, ce qui va peut-être gonfler ses cotisations mensuelles. C'est cette cotisation-là que vous entendez sur la presse. D'accord? Parce qu'on dit que la presse défalque les salariés, mais ne cotise pas. Certaines presses ne cotisent pas l'impôt sur les sociétés, etc., etc. D'accord? Maintenant, il faut vérifier aussi au niveau de l'IPRES, est-ce que l'employeur qui vous défalque votre argent cotise, verse ça au niveau de l'IPRES. Ça, vous avez la possibilité d'aller au niveau de l'IPRES, vérifier votre numéro de compte de cotisation. Vous donnez l'entreprise, vous donnez vos pièces, et il vous vérifie, il vous donne vos comptes, et il vous vérifie si l'employeur cotise ou pas. Si elle ne cotise pas, vous avez la possibilité de poursuivre votre employeur. Parce qu'il vous défalque votre argent, il a l'obligation de cotiser pour les impôts, les presses, et aussi pour l'impôt. L'impôt, s'il ne cotise pas, il peut arriver au bon moment qu'il y ait un redressement fiscal parce qu'il défalque les salariés sans cotiser. Mais ces dépôts-là sont annuels généralement. Mais les prestataires, il peut arriver que ça soit mensuel ou trimestriel. Tout dépend de la taille de l'entreprise, etc. Alors, ça, c'est les cotisations. Je disais qu'il peut arriver que vous négociez 400 000. Imaginons qu'Aïdaba avait négocié 857 498, sans préciser que c'est brut ou net. Elle s'attend à la fin du mois à 857 498. Alors que de cette somme-là, on va défalquer 268 117. Ouais, un peu. La différence, il se retrouvera avec moins de 600 000. Elle va se retrouver avec moins de 600 000 parce qu'elle n'avait pas précisé que c'est un brut ou net. C'est la raison pour laquelle il est préférable de faire d'abord des simulations pour donner le brut. Si vous avez fait des simulations pour savoir c'est combien le brut, le 400 000 net, ça correspond à combien de brut, vous pouvez donner ça directement. Sinon, si vous ne maîtrisez pas, donnez ce que vous voulez percevoir à la fin du mois dans votre poste, c'est le salaire net. D'accord? Mais tout ça, c'est les cotisations sociales et fiscales et le plus. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent s'ajouter sur le salaire. C'est ce qu'on appelle les éléments de salaire non imposables, qui ne vont pas passer dans les mailles des cotisations. C'est l'indemnité de kilométrique ou bien l'indemnité de transport qu'on appelle prime de transport, qui est à 26 000. Mais les deux ne sont pas cumulables. Si vous percevez, si vous avez une voiture que vous amenez, on peut vous payer une indemnité kilométrique à 5 000. Si vous n'avez pas de voiture, on peut vous payer 26 000 comme indemnité de transport. Mais ça, c'est seulement si l'employeur ne donne pas les moyens de transport. Si l'employeur vous abonne au BRT, par exemple, ou au TER, donc il va sentir qu'il ne va pas vous payer l'indemnité de transport. Parce que l'employeur a l'obligation de vous amener jusqu'à un rayon de 3 km carrés de l'entreprise. S'il arrive à vous transporter jusqu'à ce rayon-là, il est déchargé de cette obligation de l'indemnité de transport et de l'indemnité kilométrique. Maintenant, s'il ne prend pas en charge cette obligation-là, donc c'est à lui de payer ça. Ou bien, si vous habitez, si vous avez une adresse qui est à 2 ou 3 km de l'entreprise, il n'a pas l'obligation de vous payer cette indemnité de transport. D'accord? Maintenant, de cette somme-là, on va défalquer ça, mais on va ajouter ça. D'accord? Tous ces éléments-là non imposables, on va ajouter ça. Et ce qui va donner un salaire net de 639 381, ce qui veut dire que Aïdaba va partir de 857 498 et arriver à salaire net de 639 381. Parce que derrière, il y a les cotisations sociales et fiscales, mais aussi, elle est bonifiée par les éléments de salaire non imposables. Ça pouvait être le prime de panier. Hein? Lorsqu'on travaille 10 heures consécutives, on a droit à une prime de panier. Lorsqu'on fait des travaux de nuit, on a droit à des primes de panier. Lorsqu'on ne prend pas de pause, en tout cas, on a droit à des primes. Il y a des conditions en tout cas pour avoir droit à la prime de panier
qui vous en tout cas permettre de modifier votre salaire. Ici, vous pouvez avoir aussi les frais de remboursement professionnel parce que ici, c'est seulement les remboursements de frais. D'accord? Comme ça peut être l'indemnité de salissure, lorsque vous utilisez des tenues et que vous pouvez avoir besoin de savon, etc., on vous donne une indemnité appelée indemnité de salissure qui vous permet en tout cas d'empocher encore plus d'argent et de bonifier votre salaire net. En tout cas, en résumé, c'est ce que je voulais présenter comme prétexte de discussion. Après, on va ouvrir la discussion et discuter plus approfondément, en tout cas, tous ces éléments-là partagés. Monsieur Sen, je vous rends la parole et je vous remercie de votre aimable attention. Merci.